Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue à ce Midi Causerie. C'est la thématique cette saison-ci, c'est les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, la contribution de la recherche à l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour ce mois-ci, comme c'est la COP 15, on est en pleine conférence de l'ONU sur la biodiversité. En fait, ça commence officiellement demain, mais vous savez qu'il y a déjà eu des pré-COP, le sommet de la jeunesse qui se met en branle. Donc, on voulait avoir quelqu'un qui allait pouvoir nous traiter de sujets en lien avec la biodiversité et la protection des territoires et des écosystèmes. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Denis Blouin. Denis Blouin est chercheur postdoctoral et chargé de cours au département de géographie. Bonjour, M. Blouin. Bonjour. Il est membre de l'Urgence, qui est l'unité de recherche sur la gouvernance environnementale et les controverses socio-écologiques. Donc, voilà, c'est M. Blouin qui va être notre conférencier aujourd'hui. Avant de lui céder la parole, je veux simplement présenter les gens qui m'accompagnent. D'abord, moi, je m'appelle Jason Fournier, je suis coordonnateur d'activité à l'Institut EDS. Il y a aussi Julie Nadeau, qui est professionnelle de recherche, qui est ma collègue à l'Institut EDS, qui va être là pour les besoins techniques et qui va prendre la relève de l'animation si jamais je suis expulsé de la rencontre. Et bien entendu, notre directrice adjointe, Karen Bouchard, que j'invite à nous glisser un petit mot. Bonjour à tous, je serai très brève. Je voulais simplement vous rappeler que la semaine dernière, le 2 décembre, l'Institut EDS a présenté son Assemblée générale annuelle des membres de l'Institut. Plusieurs personnes y ont assisté et lors de cet événement, nous avons lancé officiellement le rapport annuel 21-22 de l'Institut EDS qui se retrouve sur le site web de l'Institut. Donc, bien sûr, je vous invite chaleureusement à aller consulter le site web de l'Institut pour en apprendre plus sur les activités passées et à venir de l'Institut. Et par ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse très courte en lien avec le membership de l'Institut EDS. Donc, il est possible de devenir membre de l'Institut si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, bien sûr, souvent, quand on pense au membership, on pense aux nombreux étudiants qui sont membres de l'Institut. On pense aux chercheurs, professeurs qui sont également membres de l'Institut EDS. Mais aussi, il y a 3 autres catégories de membres. Et peut-être pour ceux qui assistent à la conférence aujourd'hui au Midi Causerie, vous pourriez vous joindre à titre de membre, soit institutionnel, associé ou collaborateur. Donc, pour plus de détails à ce sujet, Jason pourra vous mettre dans le chat, si ce n'est déjà fait, le lien pour pouvoir adhérer. Donc, à tous, un excellent Midi Causerie et je vous laisse entre les mains de Jason, bien sûr, et de Denis. Merci beaucoup, Karen. Donc, j'invite M. Blouin tranquillement à partager préparer sa présentation. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au départ, M. Blouin, chercheur postdoctoral et chargé de cours au département de géographie. Donc, je vous cède la parole, M. Blouin. Oui, merci, Jason. Donc, bonjour tout le monde. Bien content d'être parmi vous aujourd'hui, surtout en période de pré-COP. C'est un sujet qui s'intègre tout à fait avec dans cette logique de vouloir protéger davantage la biodiversité, d'implanter davantage d'aires protégées. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des aires protégées à objectifs multisectoriels. Cette présentation-là s'inscrit dans une démarche qui a été faite de réaliser une étude de cas à l'échelle mondiale des aires protégées à objectifs multisectoriels, donc plus particulièrement les aires protégées qu'on appelle de catégorie 5 et 6 en vertu de la classification de l'UICN. Donc, dans le cadre de cette étude-là aussi, on devait faire une analyse un peu pour essayer de comprendre les concepts liés à ces types d'aires-là, leurs caractéristiques, pour ensuite émettre des recommandations au niveau du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de ces types d'aires protégées-là au Québec. Donc, dans le cadre de la protection de la biodiversité, les aires protégées, c'est considéré comme étant
peut-être pas la meilleure ou la seule, mais en tout cas une des principales options pour arriver à protéger la biodiversité. Dans le cadre de la Convention d'Aichi en 2010, il avait été convenu de cibler une protection de 17% des zones terrestres et côtières à l'échelle mondiale et de 10% pour les zones marines. Pour la COP15 qui se tient à Montréal présentement, donc la cible qui est visée, c'est de 30%, donc toute surface confondue de la planète qui serait constituée en aire protégée pour 2030. Ce qui amène un défi de trouver les endroits pour mettre ces aires protégées-là, puis de plus en plus, peut-être que les endroits qui étaient les plus faciles, ben, il y en a de moins en moins aussi, donc on est confronté à des enjeux de partage du territoire, puis d'occupation multiple aussi de ce même territoire-là. D'où l'intérêt d'utiliser des aires protégées qui permettent de viser d'autres objectifs qu'uniquement la conservation du territoire, ce qui est le cas des aires protégées de catégorie 5 et 6. Je vais vous présenter brièvement donc la Convention, le cadre international de protection de la biodiversité, donc qui est issu de la Convention de la diversité biologique qui a été signée en 1992. Donc, dans le cadre de cette convention-là, donc la biodiversité est identifiée comme étant un enjeu, une préoccupation commune à l'ensemble de l'humanité, compte tenu de la dégradation assez généralisée des écosystèmes, de la disparition de nombreuses espèces, puis de la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Ces objectifs, donc, c'était d'assurer une meilleure conservation de la diversité biologique, de permettre quand même une certaine utilisation durable des éléments de la diversité biologique, puis aussi, d'un volet un peu plus humain, d'assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, de la biodiversité. Afin d'opérationnaliser donc cette volonté de conservation-là, la forme qui est privilégiée, c'est la forme qui est appelée la conservation in situ dans la Convention, donc plus particulièrement donc des zones protégées. Puis à cet effet-là, l'article 8 de la Convention donc propose que chaque pays mette en place sur son territoire un réseau national intégré de zones protégées. Puis, donc, dans cette démarche-là, ça s'intègre aussi dans le cadre qui a été mis en place par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, puis sa contrepartie de l'ONU, qui est la World Commission on Protected Area. Donc, ces deux organismes-là sont les organismes de référence vraiment quand on parle d'encadrement de type d'aires protégées à l'échelle mondiale, de la création de bases de données qui les identifient puis qui permettent de vraiment calculer la superficie à l'échelle mondiale. Donc, la définition qu'on peut dire officielle d'aire protégée, qui est celle de l'UICN, a été officialisée dans un guide qui est un guide de référence qui a été écrit par Dudley et différents auteurs en 2008. Donc, cette définition-là est encore la définition qui est reconnue à l'échelle mondiale. Puis en passant au Québec, c'est le cadre de l'UICN qui sert aussi de référence quand on parle de mise en œuvre des aires protégées. Donc, un aire protégé, c'est quoi? C'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré, géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, il y a vraiment la notion d'un territoire qui est délimité, borné, puis qui a une reconnaissance à long terme avec un statut légal, juridique, qui assure qui permettent d'atteindre les cibles de conservation qui lui sont dédiés. Puis à cette fin-là, l'UICN a déterminé une classification de différents types d'aires protégées qui permettent d'atteindre différents types d'objectifs de conservation, puis de s'appliquer aussi à différents contextes. Donc, on met en place un réseau d'aires protégées. Il y a vraiment une logique d'utiliser différents outils qui s'intègrent pour créer vraiment un réseau d'aires protégées qui soit cohérent. Donc, on a la catégorie 1 qui est subdivisée en 1A et B. Dans la catégorie 1A, c'est des réserves très strictes où souvent il n'y a généralement pas de présence humaine, à l'exception de recherche scientifique. Ensuite, il y a les zones de nature sauvage, qui sont souvent des très grandes zones où la présence humaine est très limitée. La forme qui est la plus connue, qui est le fameux parc national, la catégorie 2. Donc, on peut penser aux parcs nationaux du Québec et du Canada. La catégorie 3, qui sont les monuments et éléments naturels. L'exemple le plus connu au Québec, donc, c'est l'île Bonaventure et le Rocher Percé. Donc, c'est des endroits qui sont, oui, des milieux naturels, mais qui ont vraiment un caractère paysager, monumental, très affirmé. Puis aussi la catégorie 6, qui sont les aires de gestion des habitats ou des espèces.
Au Québec, il y a beaucoup de réserves de biodiversité qui ont ce statut-là ou des réserves naturelles. Donc, c'est des zones qui permettent certains usages humains, mais qui sont encore fortement orientés vers la conservation. Puis, sinon, il y a la catégorie 5, qui est les paysages terrestres ou marins, donc qui font l'objet de la présentation, plus particulièrement d'aujourd'hui, qui est souvent on parle de paysages humanisés. Au Québec, il y a un cas qui est projeté, qui est le projet à l'île Bizarre, tout près de Montréal, donc qui est un projet en cours, mais qui n'est pas encore finalisé. Puis, il y a la catégorie 6, qui sont les aires protégées avec l'utilisation durable des ressources. Au Québec, à part certains petits cas de réserve naturelle, on n'en a pas d'aires protégées de catégorie 6. La loi a été modifiée tout récemment afin de permettre la mise en place de ce type d'aires protégées-là. Pour un peu aussi aider à caractériser les types d'aires protégées, il y a un gradient qui a été élaboré par l'UICN. Donc, on voit que les aires qui ont un caractère très, très naturel, presque intact, donc c'est les catégories 1. Ensuite, on a les catégories 2 et 4 qui sont plutôt naturelles. La catégorie 6 est aussi quand même un caractère assez naturel. Et la catégorie 5, c'est la catégorie qui est la plus anthropisée, qui est la plus impactée par différents usages qu'on peut retrouver sur le territoire. On voit la répartition des aires protégées au Québec, qui est très majoritairement des aires protégées de catégorie 2, donc le type des parcs nationaux. Ça, c'est les données de mars 2022. Les autres catégories, c'est quand même beaucoup plus faible. Puis aussi, au niveau des lignes directrices de l'UICN, une notion qui est très importante, c'est la notion d'aires protégées avec un caractère inclusif, des aires protégées inclusives. Donc, d'assurer, quand il y a la mise en place d'aires protégées, d'assurer l'intégration des populations locales dans la gouvernance puis la gestion des aires protégées pour ne pas impacter leur bien-être du fait qu'elles habitent soit le territoire ou le territoire même de l'aire protégée ou le territoire voisin. Donc, les lignes directrices de l'UICN, c'est que la mise en place d'une aire protégée ne peut pas justifier l'expulsion des communautés de leur terre ancestrale. Puis, il y a des différentes résolutions qui ont été adoptées, entre autres en 2016, pour officialiser le fait qu'une aire protégée ne peut pas justifier de déporter des populations d'un territoire. Au Québec, on peut se rappeler ce qui a été vécu lors de la création de Forillon, où les gens ont été expropriés souvent et on a brûlé les maisons, etc. Aujourd'hui, ça serait plus acceptable au Québec, mais même ailleurs dans le monde. Il y a des grands traités qui ont été signés pour reconnaître les droits des Autochtones, des traités aussi qui ont été signés ou des résolutions qui ont été adoptées pour s'assurer que c'est quelque chose qui ne devait pas se produire. Ça se produit encore, là, mais c'est beaucoup plus rare, puis c'est encadré par une certaine façon de faire ou des bonnes pratiques au niveau international. Puis ça, dans cette logique-là, c'est pour justement que le bien-être des personnes qui vivent sur le territoire ne soit pas impacté de façon trop abusée par la conservation de la biodiversité, parce que certaines populations sont très dépendantes du territoire pour assurer leur qualité de vie, leur bien-être, étant donné qu'elles peuvent récolter des ressources sur le territoire, que ça peut être associé très fortement à leur culture. Donc, un concept qui est associé à ça, c'est le concept d'APCA, donc d'aires protégées et de conservation autochtone. Ce type d'aire protégée-là peut être de n'importe quelle catégorie de l'UICN. Donc, ça peut être une catégorie 1, une catégorie 3, une catégorie 5, une catégorie 6. Mais ça relève aussi de ce concept-là d'APCA, d'aire protégée de conservation autochtone. Au Québec, il y a des projets qui sont en cours de réflexion ou de mise en œuvre qui veulent intégrer ce concept-là, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Au Canada, il y en a quelques-unes, mais c'est quelque chose d'assez récent. Puis, donc, je peux faire le lien un peu entre la définition d'aire protégée de l'UICN que je vous ai présenté, puis le concept plus général de ces aires, des APOM, que j'appelle des aires protégées avec objectifs multisectoriels. C'est que dans la définition d'aire protégée, on retrouve la notion, l'idée qu'il faut travailler aussi à préserver les valeurs culturelles, puis les systèmes de gestion traditionnels des ressources naturelles qui peuvent exister à l'intérieur de la planification de conservation d'une aire protégée. Ça, on peut le retrouver dans toutes les catégories, mais c'est vraiment beaucoup plus fortement affirmé dans les projets d'aire protégée à objectifs multisectoriels.
On a dit dans la notion de paysage protégé, on a vraiment la référence directement on protège un territoire qui est le produit de pratiques culturelles. Donc, dans un paysage protégé, c'est un territoire qui a quand même été fortement, pas fortement, mais quand même significativement transformé, qui a emmené l'écosystème soit dans une direction haute après des siècles d'occupation puis d'utilisation humaine. Puis dans les aires protégées avec l'utilisation durable des ressources, ben justement, ça permet l'utilisation durable des ressources, fait qu'il y a ça permet aux communautés humaines encore d'occuper le territoire, d'habiter sur le territoire et d'utiliser des ressources biologiques naturelles qui sont renouvelables. Donc, on voit ici un tableau qui présente sommairement les objectifs centraux des différents types d'aires protégées. Donc, on voit que dans les catégories 5, ben, c'est vraiment de maintenir des paysages où il y a une interaction humaine-nature qui s'est produite pendant une certaine durée. Souvent, on peut parler de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles souvent, puis qui a transformé significativement l'écosystème, puis le milieu naturel, mais qui a quand même gardé un milieu naturel ayant un intérêt très fort pour la protection de la biodiversité. Puis dans des aires dures, les aires protégées d'utilisation durable, dans ce cas-ci, donc, c'est que la conservation n'est pas nécessairement impactée par l'utilisation, souvent à faible impact de façon traditionnelle des ressources naturelles. Donc, ça s'intègre là encore dans le cadre de conservation qui est mis en place pour chacune des aires protégées. Donc, les aires protégées, les APOM sont très, très pertinentes dans un contexte où maintenant on a une reconnaissance très forte au niveau international. Si on pense aux droits humains fondamentaux, les différents droits légaux des propriétaires privés, des droits ancestraux. Donc, ces droits des occupants-là, des habitants du territoire, maintenant, ça confronte aussi un peu la façon traditionnelle ou ancienne de faire de la conservation. Ça ne veut pas dire qu'on met plus en place d'aires strictes, mais on peut pas nécessairement les mettre dans les mêmes endroits ou de la même façon. Donc, c'est une nouvelle catégorie-là ou un peu plus récente, surtout au Québec, on n'a pas vraiment été dans cette direction-là. Ça permet de faciliter la mise en place d'une entente, d'une structure de gouvernance pour permettre et de protéger la biodiversité, mais en même temps d'y intégrer des valeurs culturelles, d'un aspect de qualité de vie des populations, puis de permettre un certain développement économique aux gens qui fréquentent puis vivent sur ce territoire-là. Donc, souvent, on peut parler même de milieux de conservation qui sont habités. Quand on parle d'aires protégées de catégorie 5 et 6, c'est des milieux, c'est des aires protégées où, en général, on va retrouver des villages, voire même des villes sur le territoire des aires protégées. Puis encore là, on voit que dans les objectifs d'Aichi, il y avait même un des objectifs importants, c'était d'assurer le bien-être des communautés autochtones et locales, entre autres par une participation accrue de celles-ci à la conservation. Donc, il y avait l'objectif 11 qui mentionnait d'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d'eau intérieure et 10% des zones marines et côtières conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées gérées efficacement et équitablement. Donc, il y a vraiment la notion que ça soit géré équitablement en tenant compte vraiment des populations locales. Puis l'objectif 18 surenchérit un peu sur ça aussi. Donc, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que leurs utilisations coutumières durables sont respectées et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l'application de la Convention, avec la participation entière et effective des communautés autochtones et locales à tous les niveaux pertinents. Donc, ça veut dire autant en conservation qu'à d'autres niveaux aussi, là. Donc, tout ça doit être pris dans la logique de développer un réseau de conservation efficace à l'échelle des différents pays, mais on doit intégrer aussi ces objectifs-là qui sont issus de la Convention d'Aichi. Donc, il y a de nombreux intérêts aux aires protégées à objectifs multisectoriels pour les communautés. Donc, tout d'abord, souvent, on y reconnaît leurs droits territoriaux ou leurs droits ancestraux d'une certaine façon, que ce soit en leur permettant une participation vraiment importante dans la prise de décision, dans la gouvernance de l'aire protégée, en leur permettant aussi de s'engager, de s'investir dans le développement de l'aire protégée, dans son aménagement, sa planification. Puis aussi, cette collaboration-là entre les communautés locales ou les communautés autochtones permet de
souvent, c'est beaucoup plus facile de favoriser l'acceptation des mesures qui peuvent être contraignantes parfois en conservation, étant donné que les communautés sont partie prenante, puis vont avoir participé à la définition des orientations et des objectifs de l'aire protégée. Puis évidemment, ben, ça leur permet aussi de garder, de maintenir leur accès au territoire, puis leur permettre d'assurer une certaine subsistance, l'autosubsistance en ayant accès à ce territoire-là où ils peuvent utiliser les ressources. Donc, comme constat général, ben, c'est ça. Les communautés humaines ont souvent changé significativement la dynamique écologique, mais contribuent aussi à la gestion et la protection de la biodiversité dans plusieurs de ces endroits-là depuis longtemps. C'est pour ça qu'on veut les protéger, parce que ça veut dire que même s'il y a des populations humaines, souvent la biodiversité est encore très intéressante dans ces lieux-là. Donc, on n'a comme pas vraiment le choix pour assurer de maintenir ces écosystèmes-là, d'intégrer les communautés à la gouvernance de ces aires protégées-là pour garder la dynamique actuelle qui a permis souvent le maintien d'une biodiversité, mais aussi en vertu du cadre des enjeux éthiques internationaux puis des questions de justice sociale, d'équité, d'égalité, etc. On voit ici rapidement l'évolution des superficies en aires protégées. On voit qu'en termes de nombre d'aires protégées, les aires strictes sont plus nombreuses et même croissent plus vite que les aires qui sont à objectif multisectoriel. Mais en termes de superficie, les superficies qui sont couvertes par des aires protégées à objectif multisectoriel augmentent plus rapidement. Donc, on le voit dans le schéma en bas à droite. Un paysage protégé, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un paysage où l'interaction des hommes et de la nature a produit au fil du temps une aire qui possède un caractère distinct avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et panoramiques considérables et où la sauvegarde de l'intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l'air, la conservation de la nature associée ainsi que d'autres valeurs. On voit ici les différents cas qui ont été étudiés dans notre étude. Là. Il y en a beaucoup en Europe où c'est utilisé, mais aussi dans les Amériques. Je vais m'attarder un peu plus particulièrement au cas du parc Sierra Nevada en Espagne. Donc, c'est un parc sur lequel vivent 100 000 habitants environ, qui pratiquent encore une agriculture assez traditionnelle, de l'élevage. Aussi, il y a beaucoup d'activités de tourisme, puis un peu de pêche. Donc, la vision à l'intérieur de ce parc-là, c'est de préserver le patrimoine territorial, autant culturel et naturel, en mettant l'accent sur ses valeurs et ses ressources pour l'aménagement du territoire, ainsi que le développement local et régional par l'intégration de la dimension paysagère. On voit que dans ce parc-là, donc, il y a la zone centrale qui est en vert, qui est une zone de catégorie 2, plus stricte. Puis au pourtour, il y a la zone qu'on appelle la zone tampon, qui est la zone qui est le parc de catégorie 5, le paysage protégé. Donc, souvent, les paysages protégés aussi jouent un peu un rôle ça demeure une aire protégée, mais c'est une aire protégée qui joue aussi un rôle de zone tampon autour d'aires plus strictes. On voit ici le plan d'affectation du sol. Donc, la zone plus stricte, on la voit au centre, là, qui est vraiment en vert. Dans cette zone-là, où les usages sont beaucoup plus restreints. Puis au pourtour, ben là, c'est beaucoup plus découpé en différents types d'usages. Puis il y avoir des cultures agricoles de permis, de l'élevage, certaines zones plus touristiques, ou certaines zones avec un peu de foresterie. Donc, avec différentes modalités, mais qui sont compatibles avec la vocation de conservation. Donc, nos constats au niveau de la catégorie 5 dans notre étude. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté on a étudié un peu plus d'une vingtaine de cas, c'est que les utilisations humaines sont assez intensives quand même et assez diversifiées dans ce type d'aire protégée-là. Et on constate qu'il y a toujours une occupation permanente sur le territoire, donc des villes, des villages, qui sont en nombre assez important. En dehors des zones urbanisées, il y a quand même aussi une forte présence humaine, mais souvent, c'est orienté beaucoup vers l'agriculture, dans des aires marines, bien entendu, la pêche ou la foresterie. La foresterie aussi en milieu terrestre. Puis en général, on retrouve du tourisme dans les deux types d'aires protégées. Puis souvent, dans ces aires protégées-là, il y a un noyau ou plusieurs petites aires de catégorie 1 ou 2 plus strictes qui sont un peu les pôles de conservation ou qui protègent vraiment des endroits plus stratégiques. Parfois, ça peut être d'autres statuts, comme en Europe, on retrouve des statuts de Natura 2000 là, qui se combinent à l'intérieur de l'aire protégée. Donc, ce qu'on a pu constater dans cette étude-là, c'est qu'il y avait vraiment un maintien, malgré la mise en place d'une aire protégée, il y avait un maintien vraiment des interactions humaines avec le territoire, des interactions qui étaient jugées compatibles avec le statut de conservation, bien entendu.
puis qu'il y avait vraiment une dynamique de gestion commune puis de gouvernance partagée au niveau du territoire puis de ses ressources. Donc, si on revient encore un peu là-dessus, au niveau du cadre sociologique dans les paysages protégés, donc c'est des milieux qui sont quand même relativement anthropisés avec une empreinte puis des pressions humaines qui sont assez affirmées. Donc, on retrouve justement des routes, des infrastructures, des voies ferrées, des terres arables, des pâturages. En général, il y a une forte proportion du territoire qui est privatisé, donc des propriétés privées. En général, c'est la forte majorité quand c'est pas essentiellement des terrains privés. Au niveau mondial, la superficie moyenne au niveau terrestre, c'est de 40 km. Puis, pour la gouvernance est très, très diversifiée, étant donné qu'on retrouve autant des municipalités, on retrouve souvent des associations de propriétaires, ça peut être des groupes de chasseurs, des communautés ancestrales autochtones, qui sont intégrés à l'intérieur du cadre de gouvernance pour en définir vraiment le cadre, la planification puis les objectifs stratégiques. Mais toujours les pratiques, que ce soit en foresterie ou en agriculture, sont orientées vers une notion de durabilité des pratiques. Concernant la catégorie 6, les aires protégées avec utilisation durable des ressources, la définition est la suivante. Les aires protégées de la catégorie 6 préservent les écosystèmes et les habitats, ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y sont associés. Elles sont généralement vastes et la plus grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles. Une certaine proportion y est soumise à une gestion durable des ressources naturelles et une utilisation modérée des ressources naturelles non industrielles et compatible avec la conservation de la nature y est considérée comme l'un des objectifs principaux de l'aire. Donc ça, c'est les différents cas qu'on a étudiés à l'échelle mondiale. Ici, je m'attarde au cas plus spécifique de Kofio Ebu en Indonésie. Donc, c'est une aire marine qui fait partie d'un réseau d'aires protégées plus élargi, qui est l'aire protégée de Raja Ampat. Donc, c'est pour protéger le récif corallien qui a la plus grande biodiversité sur Terre. Donc, c'est un assemblage d'aires protégées en différents statuts de protection. Dans cette aire protégée-là, donc, il y a environ 2000 habitants qui sont membres de la tribu Betyu. Elle comporte 5 villages qui sont sur les îles à l'intérieur de l'aire protégée. Puis ces populations-là, ils pratiquent une pêche de subsistance avec un peu aussi de pisciculture, puis un peu d'agriculture de subsistance sur les îles. Dans la vision de cette aire protégée-là, les ressources côtières et marines de la zone marine protégée des îles Kofio Ebu sont co-gérées de manière efficace et durable par les communautés locales et le gouvernement et apportent des avantages durables et tangibles aux habitants de Kofio. Conserver les habitats des poissons, la fonction de reproduction et les stocks, et pour assurer une pêche et une utilisation durable des autres ressources marines. Pour reconnaître aussi les valeurs de conservation des récifs coralliens, leur importance pour la subsistance des populations locales, puis enfin, soutenir la sécurité alimentaire locale et les droits traditionnels. Donc, la sécurité alimentaire, c'est un autre concept qui revient aussi dans les aires protégées de catégorie 5-6. Étant donné qu'il y a des gens qui vivent là et qui en dépendent pour s'alimenter. On voit ici le plan de zonage du territoire qui comporte des zones d'utilisation des ressources qui sont des zones d'utilisation durable, ceux qui fonctionnent selon le système traditionnel du SASSI. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ou c'est des chefs traditionnels selon leurs coutumes qui ont comme des calendriers de pêche pour les différentes zones selon les espèces, etc. Puis en plus de ça, il y a une gestion scientifique qui est faite de l'aire protégée. On voit si les populations de poissons se maintiennent en fonction de l'utilisation de ce système traditionnel-là. Puis il y a quelques zones aussi qui permettent des activités touristiques ou un peu d'agriculture à des fins de sécurité alimentaire. Donc, je passerai rapidement. Là. Moi, ça vous donne un peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Dans la catégorie 6, la différence de la catégorie 5, ce sont des milieux naturels qui sont relativement peu anthropisés. L'occupation humaine est assez faible. Souvent, ça va être des villages qu'on va retrouver, puis des villages souvent dans lesquels vivent des populations qui ont un mode de vie vraiment ancestral, plus proche de la nature, orienté vers plus type chasseur-cueilleur ou avec une agriculture plutôt d'autosubsistance. Il peut y avoir parfois un petit peu d'élevage extensif ou une certaine activité de foresterie qui peuvent être pratiquées. Puis aussi, souvent, régulièrement, on retrouve des activités liées au tourisme, plutôt de l'écotourisme. Dans la catégorie 6, c'est vrai, ce type d'aire protégée-là a vraiment été créé par l'UICN dans une optique aussi de favoriser
la conservation de l'ethnodiversité, donc de permettre à différents peuples sur la planète de garder leur mode de vie plus traditionnel, puis de garder aussi ces pratiques-là, puis ces modes de vie-là vivants. Puis aussi, dans ces aires protégées de catégorie 6, on trouve souvent des noyaux de catégorie 1 ou 2 qui sont sous une protection un peu plus stricte. Puis évidemment, ben, la catégorie, leur caractéristique aussi très forte, c'est l'utilisation des ressources naturelles à petite échelle, mais aussi vraiment souvent d'une façon assez traditionnelle. Ça ne veut pas dire que pour couper un arbre, ils n'ont pas le droit de prendre une scie à chaîne, là, mais c'est fait dans une optique puis dans un système de pensée qui n'est pas dans une logique industrielle. Puis au niveau du cadre socio-écologique, donc, ben, c'est dans des, comme je le mentionnais, c'est dans des milieux plus particulièrement dans des conditions naturelles. Les différentes études scientifiques ont constaté que la catégorie 6 a à peu près le même niveau de naturalité souvent que dans les catégories 2. C'est très difficilement discernable le niveau d'impact qu'il peut y avoir sur le territoire, étant donné que la densité d'occupation est assez faible. Souvent, donc, ce sont des territoires qui sont pas de propriété privée. Il peut y en avoir un peu, c'est principalement en territoire public, donc gouvernemental ou sur des terres tribales. Ce sont des aires protégées beaucoup plus grandes, donc on parle de 419 km en moyenne à l'échelle mondiale. Puis un rôle beaucoup plus fort qui est joué par le gouvernement central ou régional comparativement aux aires de protégées de catégorie 5, où souvent c'est beaucoup le milieu municipal ou supramunicipal qui va jouer un rôle assez affirmé. Puis bien entendu, ben, il y a souvent dans toutes ces aires-là, il y a un système de gestion des ressources naturelles biologiques qui va être encadré, mais qui va s'appuyer aussi sur des pratiques traditionnelles, ancestrales, au niveau de l'exploitation des PFNL, la faune, la pêche, matières ligneuses. Par exemple, il y a PFNL dans certaines régions en Amazonie, mais ça va être la récolte du caoutchouc de façon traditionnelle, ou ça peut être une certaine chasse, une certaine pêche pour de l'autosubsistance, mais il peut y avoir un peu de vente aussi à à des fins commerciales pour quand même ramasser certains fonds pour permettre aux communautés de vivre. Il y a vraiment un aspect très, très important, ben, c'est vraiment la conservation du mode de vie ancestral, de l'ethnodiversité des communautés qu'on peut retrouver sur ces territoires-là. Fait que pour conclure, je vous présente un peu l'évolution dans le temps des approches qu'il y a eu au niveau de la mise en place des réseaux de conservation. Originalement, quand on mettait en place des réseaux d'aires protégées, on travaillait beaucoup avec une approche qu'on appelle en île, donc en îlot. On a une aire protégée qui était seule au milieu d'un territoire qui n'était pas une aire protégée. On a ensuite l'approche en réseau, en network s'est développée. Puis ensuite, plus tard, il y a une approche qui s'est développée un peu plus à l'échelle du territoire, du paysage, qu'on voyait d'une façon plus large, mais vraiment centrée peut-être sur la fonction écologique. Puis maintenant, on est beaucoup plus dans une logique qui est proposée ou mise de l'avant, une logique socio-économique. Donc, on travaille le paysage dans sa globalité. Donc, des portions de territoires qui sont anthropisées aux portions de territoires qui sont non anthropisées pour voir le paysage d'une façon globale en intégrant les enjeux de conservation, en utilisant toutes les différentes catégories d'aires protégées qui sont utilisées. Là, les illustrations en haut sont quand même très parlantes. Donc, ça permet de voir un peu les tendances l'évolution des tendances dans la pratique de la mise en œuvre de réseaux de conservation. Ben, je vous remercie. Je vous laisse ici les références. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. De rien. Donc, on va passer à la période d'échange et de discussion. Donc, ça va être l'opportunité pour... je te demanderai en fait d'arrêter le partage. Comme ça, on va demander aussi aux gens d'ouvrir leur caméra. On va s'imaginer qu'on est dans la même salle, qu'on est autour d'un café, puis qu'on a la chance de discuter avec notre conférencier. Donc, pour ce qui est des prises de parole, moi, je vais y aller selon les tours de parole, mais vous pouvez soit lever la main numérique avec le bouton réaction en bas. Vous pouvez aussi simplement ouvrir votre micro, diriger une question, me faire un signe. Toutes les façons sont bonnes pour poser des questions à notre intervenant. J'en profite pour simplement dire qu'il y a des commentaires élogieux dans la discussion. Merci beaucoup à Denis Blouin pour cette présentation foisonnante qui démontre clairement les tenants et aboutissements de la gestion des types d'aires protégées et l'utilisation durable des ressources naturelles. Merci à l'Institut pour l'organisation de cette conférence. Donc, il y a plusieurs remerciements par la suite. Donc, voilà. Donc, la parole est à vous. Oui.
Karen, oui. Ben, peut-être je vais casser la glace. Denis, moi, une question qui me brûle depuis quelques minutes en lien avec ce que vous venez de présenter en regard de la COP 15 qui s'en vient à grands pas. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui se passe sur notre planète et ce qu'on peut, au constat, en lien avec les constats que vous venez de nous présenter? Ouf, une grande question. C'est sûr que moi, mon questionnement aussi, c'est que je vois qu'il y a une grande différence dans la volonté entre les différents pays aussi dans les moyens. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout les mêmes moyens pour être impliqués aussi dans le chantier d'avenir en sécurité alimentaire. Donc, il y a vraiment aussi cet enjeu-là dans beaucoup de pays. On le voit que le principal impact a la protection de la biodiversité. Donc, c'est l'agriculture. À 80% des impacts ou des pertes en biodiversité sont créés par l'agriculture. Donc, c'est d'arriver à trouver aussi un point d'équilibre entre ces deux enjeux-là très importants, mais qui, en pouvant travailler ensemble main dans la main, mais qui se confrontent aussi le fait d'arriver à nourrir la population humaine, mais en mettant en place un réseau d'air protégé à l'échelle mondiale. Au Québec, on est peut-être moins confronté à cet enjeu de sécurité alimentaire-là, mais à l'échelle mondiale, ça demeure un enjeu, une question majeure. J'en profite pour mentionner, il y a quelqu'un qui me posait une question en privé, à savoir si l'Institut EDS ou l'Université Laval avait une délégation, s'il y avait des membres de l'IEDS qui allaient à la COP 15. Donc, oui, en fait, il y a une vingtaine de délégués qui ont passé par l'Institut EDS pour recevoir leur accréditation. Sur ce nombre, plus ça, c'est partout à l'Université Laval, dans différentes facultés. Puis parmi ces 20 délégués-là, il y en a 7 qui sont membres de l'Institut EDS. Donc, je vais en profiter pour vous dire qu'on prévoit là, à la mi-janvier, en tout cas au retour des fêtes, un retour sur la COP 15. Là, puis on va donner la parole justement à des gens là, qui y seront, qui sont déjà là depuis peu. Donc oui, on a une question de Chantal Coulombe. Vous pouvez y aller. On vous écoute. Oui, bonjour. Je suis gestionnaire de l'organisme Carrefour Éducation Solidarité Internationale à Québec, qui est un regroupement d'une douzaine d'organismes de solidarité internationale et sociale dans la grande région de Québec. Et on a la chance d'animer une émission de radio à chaque semaine qui s'appelle Solidarité Québec Monde à CKIA. Je ne fais pas de la pub, là, je vous dis ça parce que c'était moi qui avais posé la question à M. Fournier concernant savoir si c'était qui exactement dans votre institut qui allait à la COP. Parce qu'on serait vraiment intéressé, si vous pouviez peut-être me dire en privé qui pourrait être une personne que je pourrais relancer peut-être dans une couple de semaines. On aimerait peut-être ça avoir une personne en entrevue de l'Institut pour venir nous faire un retour sur son expérience, son impression de ce que vous avez vu et réussi à voir comme avancement ou déception ou espoir et tout ça là, suite à la COP 15. Donc, c'était de là que venait ma question. Merci beaucoup. Parfait. Oui. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés à partager puis à participer à votre émission. Dans le fond, ce que je vous propose, c'est que je vous glisse dans le chat. C'est la même adresse que j'ai partagée tout à l'heure, mon adresse courriel. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, puis je vais faire office de courroie de transmission là, pour vous mettre en lien. Merci. Juste avant, j'avais midi 30. Oui, on va y aller avec une main levée, puis je vais prendre une question dans l'outil conversation par la suite. Je pense que M. Turcotte, vous avez été le premier à lever la main. Vous pouvez y aller. Parfait, merci. Jean-Éric Turcotte, je suis directeur de Stratégie Saint-Laurent. Stratégie Saint-Laurent est un OBNL qui œuvre sur le Saint-Laurent depuis 1993, reconnu dans le plan d'action Saint-Laurent, l'entente bilatérale entre le gouvernement du Québec et du Canada. Stratégie Saint-Laurent, c'est le coordonnateur aussi. Vous connaissez peut-être le réseau des zones d'intervention prioritaire là, dans les comités ZIP du Québec. Donc, voici pour me situer. Donc, M. Blouin, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du projet de l'OIDN, l'Observatoire international du droit de la nature, qui tentent de faire un peu une percée pour modifier les statuts juridiques de grands ensembles, de grands écosystèmes. Évidemment, là, j'ai compris que vous travaillez dans votre modèle à une échelle
plus petite à une échelle humaine aussi. Mais je ne sais pas si vous avez pris connaissance de l'approche de l'OIDN. Ils ont proposé un modèle pour modifier le statut juridique du fleuve Saint-Laurent, puis en faire une personnalité juridique qui obtiendrait des droits, et notamment certains droits de protection, là. Donc, qui pourrait être une avenue un peu différente de simplement la mise en place de grandes aires protégées, là. On sait que dans cette optique-là, il y a des percées qui se font actuellement, notamment l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Mais est-ce que cette approche-là, qui est un peu alternative, pourrait être dans une certaine mesure compatible, si vous la connaissez, avec des catégories 5 et 6 d'aires protégées? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est aussi une caractéristique des catégories 5 et 6? C'est souvent la superposition de statuts de protection. Fait que souvent, il peut y avoir des zones strictes qui vont être à l'intérieur de la catégorie 5-6, mais aussi la catégorie 5-6 souvent va faire partie d'un plus grand ensemble qui va être protégé par un statut de l'UNESCO ou dans l'Union européenne, différents autres statuts, Natura 2000, etc. Fait que souvent, il y a une superposition de tous ces statuts-là qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Puis, mon impression, c'est que ça ira pas en décroissance, cette superposition-là. Quand on le voit dans l'approche socio-écologique, c'est plutôt l'inverse, là. Donc, on va constater souvent que ça exige une conjugaison ou une addition de statuts pour arriver à bien protéger la biodiversité ou les milieux naturels d'un territoire. Merci. Je me permettrais juste de rajouter rapidement que ce projet-là, qui est un projet sur papier, là, bon, donc actuellement, c'est un livre là, qui fait un peu l'objet de ça, et une démarche de concertation, mais le projet a été pris en charge par un député à Ottawa, là, Alexandre Boulris du NPD, qui l'a déposé officiellement en Chambre. Mais évidemment, c'est probablement pas un dossier qui va être traité prioritairement, mais en tout cas, pour vous dire que ça évolue, pour tenir les gens au courant. Et il y a certainement peut-être moyen de travailler avec l'OIDN là, pour bonifier leur réflexion à ce niveau-là. Voilà. Parfait, merci, M. Turcotte. Je passerai à une prochaine question de M. Germain Ngandjoui. Merci de me passer la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Merci. Je suis Germain Ngandjoui. Expert en stratégie de gestion et financement durable des aires protégées. J'ai travaillé les 40 dernières années gestion des aires protégées en Afrique centrale, dans le bassin du Congo précisément. J'ai été surpris, vraiment la présentation était très intéressante. D'ailleurs, ma thèse porte sur l'inventaire et l'utilisation durable de la faune mammalienne dans une réserve de biosphère, la réserve de biosphère du Dja, qui se trouve au Cameroun. Donc, je suis tombé sur le titre de cette exposé, j'étais vraiment intéressé. Mais je suis surpris qu'il n'y ait eu aucune étude de cas en Afrique en général, et notamment en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, où il y a pas mal d'initiatives d'utilisation durable des ressources des aires protégées. Je ne sais pas quelle est la raison de ce gap. Merci. Oui, au niveau de la catégorie 5, en tout cas dans toute l'étude qu'on a faite, c'était vraiment très, très, très utilisé en Europe. Ailleurs dans le monde, un peu moins. En Amérique latine, oui. Au niveau des paysages protégés. Puis, au niveau même de la catégorie 6, c'était quand même Nous autres, on y allait avec les catégories de l'UICN. Puis, on est allé un peu moins en Afrique aussi. Puis, on faisait un mandat pour le gouvernement du Québec. Donc, on est allé un peu plus dans des pays des pays développés qui pouvaient permettre d'avoir un peu plus de comparables avec le Québec pour nous permettre d'élaborer des recommandations pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est un peu les limites qu'on avait à notre mandat. Mais effectivement, ça aurait été intéressant de faire peut-être plus de cas dans le monde ou dans des contextes plus différents là, pour vraiment tirer un portrait peut-être plus élargi. Là. Mais la catégorie 5, c'est vraiment un type d'aire protégée qui est plutôt caractéristique des territoires qui ont été assez anthropisés. Donc, en Europe, c'est très, très utilisé. Là. Ça se concentre beaucoup dans cette région-là du monde pour les paysages protégés. Merci, M. Blouin, pour la réponse. Je vais céder la parole maintenant à Mélanie Delonchamp. J'imagine que vous allez peut-être lire la question que vous aviez mise dans la petite conversation. Je ne vous oubliais pas. C'est pas de problème. Mais en fait, bonjour Denis. Donc,
Bonjour. L'objectif que j'avais, tu viens un peu de le dire, je voulais savoir dans quel contexte que ça avait été fait. Puis là, tu viens de dire que c'est un mandat pour le ministère. Puis est-ce que le ministère, justement, a fait ça dans un contexte où ils veulent développer plus d'aires protégées du type avec des citoyens qui vivent dedans? Parce que là, tu as parlé de communauté. J'avais l'impression qu'on parlait beaucoup d'Autochtones, mais il y aurait probablement moyen de le faire aussi dans les régions rurales, non? Comme, un peu comme les parcs régionaux, là, où on fait des poches. Est-ce que c'est une volonté d'augmenter les aires protégées dans des pays, on parlait de paysages humanisés, mais est-ce que comme la ressource d'eau potable, il y a plein de réserves d'eau potable au Québec qui ne sont pas protégées, tandis qu'ailleurs dans le monde, on les protège avec des statuts. Est-ce que c'est des discussions qu'il y a eu avec le ministère de favoriser ce genre de protection-là? Ouais, nous, c'est sûr, c'est un mandat, on le faisait pas dans le cadre de la stratégie du gouvernement, mais le gouvernement, moi, ce qu'on pouvait comprendre quand on a fait ce mandat-là, c'est qu'il y a quand même une volonté d'à terme trouver des façons de faire des aires protégées dans le sud du Québec. Puis la catégorie 5 est probablement inévitable pour pouvoir faire des aires protégées d'une certaine taille. Quand on pense à la vallée du Saint-Laurent ou des zones habitées comme ça, où il y a des zones, des villages d'agriculture qui est pratiquée depuis longtemps, puis qu'on est en propriété privée aussi. Parce que dans les autres types d'aires protégées, la propriété privée est en général très peu présente. Il y en a dans la catégorie 5, puis dans les autres types d'aires protégées, en général, c'est des terrains, des terres publiques, des terres gouvernementales. Fait qu'acquérir des très, très grandes superficies dans des zones qui sont occupées, ben ça peut revenir à un coût très prohibitif. Puis encore là, on est dans la notion d'exproprier des gens, déplacer des populations qui ne respectent pas ce qui est mis de l'avant par les grands traités internationaux. Même ceux qui traitent de conservation de la nature ne souhaitent pas ça, qu'il y ait de déplacement de population. Donc, il faut y aller avec des aires protégées de catégorie 5. C'est les recommandations les rapports qu'on a faits vont être sur le site du gouvernement, probablement dans le courant de l'hiver. On est à la finalisation du texte, la révision linguistique, ces choses-là, mais tous ces documents-là vont être rendus publics dans les prochains mois. Merci. C'est rien. Merci. On a un petit commentaire de Ludwig Ndanga. Merci, Denis Blouin, pour cette brillante présentation. Je constate que la configuration et la gestion stratégique des aires protégées à objectifs multisectoriels est presque pareille dans le monde. J'ai reconnu les mêmes indicateurs qu'on retrouve au Cameroun. Merci. Voilà. Merci. Il y a Liliane Reed qui lève la main, Jason, pour poser une question. OK, excellent. Vous pouvez y aller. Oui, on vous écoute, je vous vois. C'est dans le bas de mon écran. Attendez un peu, on a comme... Il y a plusieurs micros. Il y a plusieurs micros d'ouvert. Liliane Reed. Quand on parle de protection, le sous-sol, est-ce qu'il est protégé, les claims et tout ça? Est-ce que quand c'est un aire protégé, tu as le droit d'avoir des claims et tout ça, ou si c'est défendu? Ce qui est convenu maintenant dans les traités internationaux, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'exploitation minière dans les aires protégées. Il y en avait auparavant s'il y avait une tolérance face à ça, mais maintenant, le cadre s'est resserré dans les dernières années. Puis au niveau de l'international, ce n'est plus permis. Mais les États-Unis et l'Australie n'ont pas signé n'ont pas endossé ces résolutions-là. Donc, par exemple, aux États-Unis, on retrouve sous certaines aires protégées, ils vont aller chercher le gaz de schiste par le sous-sol, ou en Australie, ils vont faire des choses de ce type-là aussi. Okay. Puis, dans certaines aires protégées, il peut y en avoir encore parce que ça a été mis en place à une époque où le cadre international le permettait. Mais c'est quand même assez récent le fait qu'il n'y ait plus d'aires protégées dans des zones minières. Mais certains pays vont quand même tolérer des claims. Ils vont même tolérer des activités de prospection qui ne respectent pas vraiment le cadre international, mais il y a certains pays qui étirent un peu l'élastique, comme on dit. Puis, par exemple, s'ils vont trouver du pétrole, ils vont peut-être enlever une partie de l'aire protégée puis la remplacer par une autre partie. Ça, par exemple, c'est ça qui se fait en Russie, qu'on a constaté dans notre étude. En Russie, ils vont quand même faire de prospection, puis s'ils trouvent du pétrole, ils vont remplacer le morceau de l'aire protégée. S'ils enlèvent 100 km, ils vont remplacer par 100 autres kilomètres.
Mais dans le cadre international qui a une notion de pérennité du statut de protection, ça ne respecte pas ce cadre-là, mais chaque pays est libre de faire ce qu'il veut parce que c'est quand même des ententes qui reposent sur de la bonne foi, fondamentalement, ces ententes internationales-là. Donc, les différents pays jouent un peu avec ça comme ils le souhaitent, là. C'est sûr qu'ici, quand on arrive au Québec, ben nous autres, quand les règles sont quand même appliquées, je dirais, quand même de façon relativement juste au Québec, là. Dans certains pays, les aires protégées, souvent, vont être sur papier aussi uniquement. Sur papier, il y a une aire protégée, mais dans la pratique, souvent, il y aura quand même assez peu de choses qui sont faites. Donc, c'est un autre défi des aires protégées, là. De s'assurer qu'elles deviennent effectives et qu'elles atteignent des résultats de conservation, là. Merci. Donc, merci, Mme Liliane, pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Drouin? Oui. Oui, je vois votre signe. Vous pouvez y aller. On vous écoute. Non, c'est juste un commentaire. C'est que je trouve que la notion de les présenter de cette façon-là, c'est absolument essentiel pour aller dans des étapes suivantes. Par contre, moi, j'ai géré beaucoup d'espaces protégés de toutes sortes de niveaux. Puis, le problème de la gestion de ces territoires-là doit être regardé avant de regarder la théorie seulement de l'aire protégée. Si je me rappelle, par contre, là, il y a des aires protégées en France où il y a des résidents ont pu rester dans les aires protégées, mais ce sont des aires qui, en même temps, ont un fort niveau de tourisme. Alors, ils ont été obligés de bâtir des clôtures autour de leur maison parce que les touristes avaient toujours la tête dans les fenêtres pour voir ce qui se passait là. Ils cognaient à la porte pour savoir ce qu'ils faisaient. C'était à toute fin pratique plus vivable dans leur cas. Et des situations comme ça vont devoir être regardées quand on accepte qu'on laisse des gens rester sur des aires protégées dans certaines situations. Ce n'est pas toutes les situations qui sont pareilles. C'est un défi exceptionnel de dire qu'on va tenter de gérer ces aires-là. Il va devoir y avoir beaucoup d'ouverture d'esprit sur la manière de gérer. Moi, je pensais comme exemple, là, par contre, des endroits où il y a un village à l'intérieur, mais où une partie du village contrôle tout parce qu'ils ont l'argent, qu'ils ont pris les pouvoirs à travers des élections, des choses comme ça. Ça ne sera pas nécessairement facile de gérer l'air si eux-mêmes ne sont pas d'accord avec l'approche de gérer ce territoire-là. Fait que tout ce que je veux dire, c'est que l'analyse comme telle me semble excellente. Il manque par contre la partie qui dit quelles vont être les contraintes pour gérer ça, quels vont être les éléments importants qu'il va falloir mettre en place ou connaître avant de déclarer un aire protégé. Parce qu'un aire protégé qui n'est pas protégé, ça crée plus de tort que de bien, entre autres aux autres aires où, pour une raison quelconque, il y a des meilleurs rendements. Mais quand les gens vont commencer à voir que d'autres fonctionnent quand même sans suivre les règles, ben, ça peut tout simplement ouvrir la porte à un paquet de problèmes. Alors, c'est simplement une réflexion. Merci, monsieur. Est-ce que, Denis, tu souhaitais réagir? Oui, tout à fait. Ben, effectivement, là, moi, je pense particulièrement aux aires de catégorie 5 là, qui vont être... on va se trouver à l'échelle d'un projet de territoire d'une certaine façon parce qu'on va empiéter un peu sur les droits de propriété privée des gens. Donc, il va y avoir une multitude de détails à gérer et encadrer. On va être à l'échelle d'un règlement de zonage d'une ville ou des plans d'urbanisme. Ça va prendre des réglementations, des cadres de gestion très, très détaillés. Puis on gère des milieux où il peut y avoir des milliers de personnes qui vivent dans l'aire protégée et qui cohabitent avec d'autres usagers, avec des touristes, etc. Là. C'est sûr que ça va être des projets qui vont être assez hasardeux. Là. Présentement, ce que j'en comprends, le ministère de l'Environnement met en place l'île Bizarre à Montréal, mais c'est quand même un projet qui est d'une taille relativement réduite. Puis le gouvernement du Québec, il va quand même assez
prend son temps parce qu'il y a des enjeux vraiment assez complexes, justement, de cohabiter avec des développements résidentiels, des terrains de golf, des terrains agricoles qui sont dans l'aire protégée ou aux alentours, là. C'est relativement nouveau, puis il faut définir les façons de faire propres au Québec aussi, là. Puis qui vont même varier d'une région à l'autre parce qu'on ne travaillera pas avec les mêmes municipalités, on ne travaillera pas avec les mêmes gens, le même contexte. Donc, ça va être des exercices qui vont être assez complexes, qui vont nécessiter des compétences très diverses. C'est certain qu'on va sortir beaucoup du cadre écologique ou environnemental habituel, puis qu'on tombe vraiment dans des projets qui vont être plus près de l'aménagement du territoire ou même avec un volet développement régional, etc. Donc, on tombe à l'échelle de projets qui peuvent se rapprocher d'un côté municipal de la chose, là, au niveau de la gestion, là. Mais en même temps, il faut s'assurer d'atteindre les cibles de conservation. Donc, il faut que l'État trouve des mécanismes à l'intérieur de sa gouvernance qui vont lui permettre d'assurer que les cibles sont atteintes et que c'est vraiment une aire protégée qui joue son rôle comme c'était prévu puis c'était souhaité. Merci, merci pour cette réponse éclairante. Est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Blouin? On aurait peut-être le temps pour une dernière, en fait, parce que notre médicauserie... Ah, en fait, on en avait une dans l'outil conversation, excusez-moi. Question de Mme Bouchard, quelles seraient les actions prioritaires à poser, Denis, pour un avancement des aires protégées au Québec particulièrement? Ben, en général, ça serait d'endosser probablement la stratégie de 30% qui risque d'émerger de la COP 15. Sinon, quand on parle d'aires protégées de catégorie 6 et 5, ben, vu que c'est des nouveaux modèles, c'est peut-être d'y aller tranquillement avec quelques projets tranquillement qui se mettent en branle, comme on a l'île Bizarre au niveau des paysages protégés, mais il faudrait peut-être envisager un autre exemple dans une autre région, une autre dynamique pour tester d'autres choses. Puis au niveau des catégories 6, ben là, il y a des projets qui sont en discussion avec des communautés autochtones aussi qui vont permettre de réfléchir, de penser à ça, puis de voir comment ce type d'aire protégée-là peut se mettre en place, puis aussi commencer à voir les problèmes qui peuvent être rencontrés parce que ça va être un type d'aire protégée qu'on peut pas mettre mur à mur d'un coup sec, d'en mettre partout au Québec, parce ça risque d'être un échec ou de générer beaucoup de déception. Donc, il faut probablement y aller dans une démarche par étapes, là. Surtout pour ces nouveaux statuts-là, là, les statuts qu'on connaît depuis longtemps, comme des parcs nationaux ou autres, c'est pas les mêmes enjeux, là. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça va être intéressant de suivre les négociations au niveau de la COP 15 pour voir justement, ce qu'on comprend, M. Blouin, c'est que la cible de 30% devrait être adoptée. On s'attend, c'est une attente. Ben, c'est ma compréhension, là, mais déjà avant la COP 15, le Canada semblait vouloir vraiment se positionner comme un joueur qui allait aller dans cette direction-là. Puis avec les superficies de territoire qu'on a, on est un pays qui est quand même riche avec des grandes superficies, des grandes zones relativement peu occupées. On a les conditions faciles pour mettre en place des aires protégées, si on se compare, là. Ça sera un peu gênant de pas faire le saut dans les 30%. Là. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, M. Blouin. Merci à toutes les personnes qui se sont exprimées, qui ont posé des questions, qui ont formulé des commentaires. Je viens de mettre je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait avoir en janvier peut-être des retours sur la COP 15. Il va y avoir assurément des activités thématiques là, qui sont en train d'être élaborées. Donc, ce que je vous ai partagé dans l'outil conversation, c'est 2 liens. Un lien vers notre profil LinkedIn, qui est un réseau social professionnel sur lequel on partage toutes les nouvelles médicauseries, les webinaires, toutes les activités qu'on organise. Puis aussi la page Facebook de l'Institut EDS. Donc, ça va vous permettre d'avoir les actualités au fur et à mesure qu'on les publie. Vous pouvez bien sûr aller sur le site Internet de l'IEDS également. Là. Il y a l'information sur nos prochaines activités. Puis j'aimerais aussi vous inviter, on vous l'a déjà mentionné au départ, Karen a mentionné qu'on a différents types de membership, de membres à l'Institut EDS. Donc, si vous êtes intéressé à collaborer avec nous, il y a toujours la possibilité de devenir membre collaborateur. Donc là, je vous ai mis un petit lien
sur le site Internet qui explique les différents types de membres, mais vous pouvez aussi communiquer avec moi, là, Jason Fournier, qui est responsable justement de toutes les questions en lien avec le membership. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, sur ce, je souhaiterais remercier chaleureusement notre présentateur, Denis Blouin. Je l'ai mentionné d'emblée, les chercheurs postdoctoraux et chargés de cours au département de géographie. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, pour la réponse aux questions également. Et on vous applaudit. Vous avez des applaudissements. Merci. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui vient de mettre dans l'outil conversation aussi pour suivre la COP 15 et le collectif cop15.org, bien entendu, là, qui est le collectif de plusieurs groupes environnementaux en lien avec la COP 15. Donc, si vous voulez participer, être tenu au courant, vous pouvez aller sur ce site-là aussi. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si Karen avait un mot à ajouter, sinon... Écoutez, on vous remercie, bien entendu, d'avoir été présent. Et comme le dit Jason, suivez-nous. Plusieurs autres activités sont à venir, toujours d'aussi grand intérêt. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci, à la prochaine. Merci infiniment. Merci, au revoir. À très bientôt. Bonjour, salut Denis, merci.